Le monde se divise en deux catégories. Here's Johnny. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Le 17 avril 2023, à 9h36 et 21 secondes, un caniche nain 22,4 cm au garrot s'apprête à uriner sur la devanture d'une boulangerie de l'avenue de la Marne à Yssingeaux. À la même seconde, Lucien Bredotto, élève de 6e 3 au collège du Monteil de Monistrol-sur-Loire, est collé par son professeur d'anglais pour avoir fait des gestes inappropriés à ses camarades. Au même instant, dans les bureaux du Crédit Agricole de Firminy, situé au 37 rue Jean Jaurès, mademoiselle Émilie Cheval se voit accorder un prêt de 365 000 € qui lui permettra de devenir propriétaire de sa maison. Toujours à la même seconde, Kinou et Marie-Lise, frères et sœurs passionnés de cinéma, entrent dans les locaux de la radio FM 43 avec l'intention d'enregistrer un podcast sur le film de Jean-Pierre Jeunet sorti le 25 avril 2001. 3 semaines plus tard, l'émission Le Regard Ciné de Kinou et Marie-Lise consacrée au film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain voyait le jour. Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième partie du podcast consacré au film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder les décors, la bande originale du film, le rôle de Jamel Debbouze, mais également la réception publique et critique du film. Nous vous souhaitons bonne écoute. Tout le monde s'identifie un peu à une part. Moi, je pense surtout à l'enfance, parce qu'elle a des réactions enfantines, Amélie Poulain, dans le film. Et souvent, on me dit j'aurais pu réagir comme ça quand j'avais 5 ans ou quand j'avais 6 ans. Du coup, tu peux t'identifier assez facilement quand tu acceptes ta part d'enfance. Quand t'as pas complètement renié l'enfant qui est en toi. C'est ça, c'est pas mon cas. Non, c'est pas le mien non plus. Voilà, du coup, je trouve que ce film-là, il fait du bien. Oui, et puis il te parle, quoi. Ouais. Il te parle. Au niveau des décors aussi, je voulais revenir, donc on parlait du Paris fantasmé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jeunet et les personnes qui ont travaillé sur les décors ont fait un travail fantastique. C'est aussi sans doute pour ça que le film fonctionne aussi bien. Et c'est aussi pour ça que ça fait rêver comme ça. Par exemple, tu vois, l'appartement de Collignon, il est très méticuleusement rangé. Donc c'est celui dont elle se venge, c'est le primeur du quartier qui est particulièrement désagréable avec son employé. Donc l'appartement de Collignon, il est super bien rangé, t'as des lignes droites un peu de partout, t'as des angles droits qui sont pas du tout dans les autres décors si tu observes bien. Ce qui rend la vengeance d'Amélie encore plus jouissive parce que sans ça, si l'appartement était moins organisé, qu'on laissait un peu plus de place à la fantaisie, les petites misères qu'elle inflige à Collignon auraient beaucoup moins d'impact sur le personnage en fait. C'est parce que tu vois que tout est à angle droit que tu te dis ah ouais, là il va péter un plomb en fait quand elle lui lime ses lacets. Ça va être horrible pour lui. Et à l'inverse, la plupart des accessoires ou des éléments visibles dans le film ont été sélectionnés avec précaution pour correspondre à la personnalité très douce d'Amélie. Par exemple, les voitures, ils ont sélectionné des voitures avec des formes très rondes, des New Beetle, des choses comme ça, tu vois. Par exemple, la télévision d'Amélie, je sais pas si tu te souviens, j'avais exactement la même. Non, je me souviens plus. C'était la même télé que j'avais dans ma chambre. Petite télé toute ronde, grise là, tu sais. Tu vois cette télé, elle a pas d'angle droit, elle est ronde. Oui, elle est ronde. Et tous les objets ont été sélectionnés comme ça pour vraiment avoir ce côté très doux, arrondi, voilà, où tu peux pas te heurter aux angles de la vie, quoi. comme l'homme de verre finalement. Ouais, lui, c'est symbolique aussi, quoi. Ce personnage-là, il symbolise aussi beaucoup de choses. Ouais, et alors je sais pas si t'as vu aussi le jeu avec les animaux totems un peu. Oui. T'as vu ça? Donc le poulain, évidemment. Par rapport au nom d'Amélie. Le cheval aussi, qui aussi. revient souvent quand on voit le cheval qui suit le Tour de France. Ouais. Le cheval, c'est vraiment l'animal qui va agir sur ses désirs et qui va là où le poulain va être peureux. Ouais. Et bien le cheval, lui, va se lancer en fait. Et le chat. Le chat est un animal qui revient aussi régulièrement, notamment quand Amélie est seule et commence à monter ses stratagèmes. Le chat revient souvent comme animal totem d'Amélie. Et c'est bizarre parce que... Enfin, c'est bizarre. Là aussi, ça ne suit pas vraiment de convention particulière dans le message de Jean-Pierre Jeunet, parce que du coup, le chat et le poulain sont deux animaux totems diamétralement opposés, en fait. Qui n'ont rien à voir. Et ça reflète par contre bien la diversité des facettes d'Amélie aussi, parce que tu le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un d'assez doux, qui est présenté comme une sainte quasiment à plusieurs reprises dans le film. Mm-hmm. Et en fait, quand tu décortiques un peu ce qu'elle fait, c'est quand même... Ouais, c'est pas forcément super. Ah non, non, c'est sûr, quand vraiment tu regardes d'un point de vue, on va dire... objectif. Et en plus, elle reproche
aux gens des choses aussi qu'elle-même, elle n'en est pas maître, c'est-à-dire qu'elle leur en tient rigueur, elle leur tient grief de trucs qu'ils ont fait parfois il y a longtemps, elle est intransigeante, quoi, elle est inflexible dans son truc, et quelque part, le côté chat est bien présent aussi, je trouve que c'est intéressant, et ça faisait partie des critiques du mec dont je te parlais tout à l'heure, qui disait, il n'y a pas de ligne directrice sur l'animal totem, normalement, tu as un animal totem par personnage qui va avoir du début à la fin du film, etc. Là, c'est pas le cas dans Amélie Poulain, etc. Ouais, le film, il est complètement déconstruit par rapport à tous les concepts habituels. C'est fait pour. Enfin, de mon point de vue, c'est fait pour, et c'est ce qui apporte quelque chose à ce film-là, c'est ce qui lui donne... Ouais, puis comme je dis, on peut pas lui reprocher de pas être construit, ce film, en fait. Il y a tellement de réflexions. Mais il n'est pas construit comme les autres films. Ouais. Et donc, c'est ce qui occasionne un certain nombre de critiques. N'empêche qu'il est bien construit, qu'il donne envie d'être oui, que tu as envie de le voir, tu as envie de savoir comment ça va se terminer. Alors qu'en soi, il n'y a pas vraiment de conflit majeur. Non, il n'y a pas d'élément perturbateur. Il n'y a pas vraiment... Enfin, si, il y en a un. Il y a un élément perturbateur, mais il n'y a pas de conflit. Non, il n'y a pas un truc... Le conflit, il est dans la tête de chaque personnage. Exactement, en fait. tu as un conflit interne. C'est un conflit interne, à chaque fois. Qu'Amélie est très douée pour régler chez les autres et qu'elle a un peu de mal à faire pour elle-même. Pour elle-même, exactement. Voilà. C'est vraiment un film de Jeunet, pour le coup. Il a un style vraiment identifiable, en fait, Jeunet. Donc, je parlais de la colorimétrie tout à l'heure. Les gros plans sur les acteurs aussi, qui sont vraiment récurrents dans ces films. Il choisit toujours des acteurs qui ont des gueules. Puis les travelling. Oui, les travelling ou les zooms avant. Ouais. Voilà, l'utilisation des focales courtes dans les gros plans, donc un peu comme dans Shining, finalement. C'est la même technique. C'est pas le même film. C'est pas le même style. Mais où, en gros... Le fait d'utiliser ces focales courtes, ça va déformer un petit peu le visage des personnages. Amélie, ça va lui faire des yeux immenses, du coup, des yeux de biche. C'est encore plus probant dans La Cité des Enfants perdus. Oui, ouais. Même dans Délicatessen, il y a beaucoup d'utilisation de... D'ailleurs, il choisit des acteurs qui ont des gueules. Mais oui, vraiment des gueules, quoi. Dominique Pinon, je crois qu'il s'appelle, donc celui qui joue Joseph, là, qui est jaloux, voilà, le jaloux. Même Gaspard Ulliel dans Un long dimanche de fiançailles. Il est beau gosse, mais il a une gueule quand même très particulière. Audrey Tautou aussi, elle est très mignonne, c'est une très jolie fille, mais elle a aussi un visage... il arrêtait pas de lui dire pendant le tournage, tu encaisses bien, parce que justement il fait ses plans avec ses focales courtes qui ont tendance à agrandir les yeux. Il disait qu'en fait il faut un type de visage pour se prête à ça. Ouais. Il disait que son visage... Et je trouve qu'elle a un visage très, j'allais pas dire franchouillard, très parisien. Dans le, tu vois ce que je veux dire, c'est une petite française, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc ça aussi, ça joue, je pense, mais dans les vêtements qu'ils lui ont choisis aussi, enfin il y a tout, la coupe de cheveux, c'est clair. C'est vraiment il y a tout ça, en fait. Il y a tout. Donc tous ces éléments participent vraiment à nous rappeler que c'est un film de Jean-Pierre Jeunet qui a quand même une patte très particulière et à lui. Très marqué. Très marqué. Le fait de briser le 4e mur aussi, ça c'est tout à fait Jeunet. Les mouvements de caméra très brusques. Et puis aussi le côté presque cartoonesque ou bande dessinée très souvent. La façon dont la touriste québécoise se suicide. En soi, c'est un événement tragique, ça tue la mère d'Amélie en plus au passage, mais c'est filmé comme si on était dans un Tex Avery en fait. Et apparemment, c'est l'inspiration. Ok, Tex Avery pour cette scène-là. Et il y a plein d'autres scènes comme ça où on se dit, oui, c'est presque tourné sur le ton de l'humour. Quand Amélie se liquéfie parce qu'elle n'a pas réussi à parler à Nino, là aussi, c'est très cartoonesque en fait. Donc tout ça, ça participe au style Jeunet. J'aurais aussi souhaité parler de la voix off. Oui. Parce que la narration ici est très intéressante, très importante. Et elle sort aussi des Sentiers battus, là aussi. Exactement. C'est un narrateur omniscient, déjà. Ouais. Donc ça arrive jamais, en fait. Enfin, c'est rare. Ouais. Oui, c'est Dieu. Oui, on sait pas qui c'est. Mais du coup, d'habitude, quand t'as une voix off qui narre l'histoire, c'est intradiégétique, c'est-à-dire que ça vient c'est un personnage de l'histoire qui va te raconter l'histoire. Souvent le personnage principal. Ici, c'est la voix magnifique d'André Dussolier, en plus. Ouais, c'est génial. C'est une des plus belles voix qui existent. Pour narrer un film, c'est juste parfait. Et donc, le fait que ce soit un narrateur omniscient et qu'il soit extérieur à l'histoire, ça a plusieurs effets sur le spectateur. Déjà, c'est comme si on nous racontait un conte. Très souvent, dans les contes, c'est ça. Le narrateur, on ne sait pas qui c'est, il n'est pas identifié, mais il raconte l'histoire. Et comme c'est souvent le cas avec les contes, le narrateur représente la voix de la morale. Il souligne le comportement des personnages et nous incite à réfléchir dessus. Donc là, c'est vraiment ce qui se passe. Et on a tendance à croire ce qu'il dit, puisqu'il est omniscient, puisqu'il est extérieur à l'histoire, on se dit qu'il est forcément objectif. Il n'est pas influencé par sa propre vision des choses ou son vécu dans l'histoire. Et c'est ce qui fait que, du coup, ça fonctionne bien ici. Et c'est aussi ce qui nous permet d'avoir autant de détails sur chaque personnage et sur la multitude de réalités qui existent dans le film. Parce que chaque personnage vit les choses selon sa propre réalité, en fait.
Et ça nous permet d'accéder à tout un monde insoupçonné qu'on n'aurait pas si on avait un narrateur intradigétique qui racontait sa propre histoire. Impliqué Donc dans ça, l'histoire. voilà, ça donne plein de nouvelles perspectives sur les différentes vies qu'il y a ici dans ce film. Et c'est aussi ce qui fait la richesse de la vie en général, on va dire. Vrai. Et c'est ce qui nous rappelle justement la beauté de la vie d'une certaine façon. Mais je pense que c'est l'objectif du film, oui, en fait. complètement. Globalement, on parlait tout à l'heure des petits plaisirs du quotidien, etc. Je pense que ça fait partie des objectifs de Jeunet au départ, c'est de mettre en exergue les bons côtés de la vie, en fait. Exactement. Mais alors, donc on a tout ça, c'est un narrateur omniscient qui est extérieur à l'histoire. Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est que dans le langage visuel du film, rien n'est objectif du tout, en fait, parce que toute l'histoire est vue à travers les yeux enfantins d'Amélie. Ouais. Le choix de prendre un narrateur extérieur et pas Amélie, ça rend le procédé de narration encore plus surprenant, finalement. Donc, tiens, le gars qui critiquait, il en parle, figure-toi qu'il le met en évidence aussi. Eh ben voilà. Mais moi, je trouve ça génial, justement, parce que ça n'empêche pas Amélie de briser le 4e mur et s'adresser directement au spectateur à plusieurs reprises. Ça n'empêche pas d'avoir son point de vue très enfantin et très joyeux sur la vie. Mais à côté de ça, le fait d'avoir un narrateur omniscient, ça rajoute Et quelque part, tu vois, là je vais aller peut-être un peu loin aussi dans la réflexion, mais on en avait parlé quand on a parlé de Big Lebowski en disant la liberté que tu donnes à ton personnage principal dans ton histoire, si tu te l'adaptes à toi-même dans la façon dont tu construis le film, c'est quand même mieux. Et du coup, c'est plus cohérent. Et là, je pense que c'est un peu pareil aussi, c'est de dire, vu que ce film-là, c'est un ode au plaisir simple, et un peu à sortir d'un modèle construit, enfin, d'aller chercher ta propre liberté, ton propre bonheur en cassant un certain nombre de normes. En sortant des carcans. En sortant des carcans. Faut pas que le film s'impose de trop de carcans, justement, et trop de moules, pour être cohérent du début à la fin. Et c'est ce qui est aussi, je trouve, super jouissif quand tu regardes le film, c'est qu'il y a... T'as le sentiment que le mec a fait un peu ce qu'il a voulu, comme il a voulu, sans se mettre trop de contraintes. Ouais, et ça, je trouve que c'est hyper stimulant quand tu regardes le film. Je trouve ça super intéressant. Original, du coup, parce que tous les films, en effet, ont une construction beaucoup plus normée, cadrée. Même les films les plus originaux, on respecte quand même une certaine trame. Là, on a le sentiment qu'il a fait un peu ce qu'il a voulu et que si j'ai envie de pas mettre du bleu après à chaque fois qu'on aperçoit Nino, je mettrai pas de bleu et je fais ce que je veux. Ouais, c'est sûr. Il y a une réplique que j'aime beaucoup, les temps sont durs pour les rêveurs. Ouais. Se confronter à la réalité, ça, Amélie n'y tient pas du tout. La façon dont il réalise le film, c'est ça illustre le côté rêveur. Je pense que Jean-Pierre Jeunet, tu peux pas faire des films comme ceux qu'il fait sans être quelqu'un. D'ailleurs, il a commencé par les films d'animation, si je dis pas de bêtises. Il faisait du stop motion. Et stop motion, exactement, où il construisait tout de A à Z avec pas grand-chose. D'ailleurs, il a eu un premier César par rapport à son premier film. Ah oui, d'accord. Tu retrouves un peu cette patte où. Quand tu fais de l'animation, du coup, tu peux absolument construire tout ce que tu veux. Les décors, machin, enfin, t'as pas de limite. Et je pense que ça se retrouve un peu, notamment dans Amélie Poulain, où le décor est pas une limite. C'est à Paris, mais c'est pas le vrai Paris, on fait ce qu'on veut. Rien ne limite la créativité de Jean-Pierre Jeunet. Il fait ce qu'il veut. Disons qu'il va pas se mettre de limites liées au réalisme. Non. Voilà. Peu importe, c'est pas réaliste, c'est pas grave. Mais c'est pas fait pour en plus. Et c'est pas fait pour, mais puis même, ça devient pas non plus un objectif de pas être réaliste. Il y a certains trucs dans le film qui peuvent être réalistes. Le fait que tu vois qu'elle bosse dans un bureau, dans un bar tabac. Ouais. Là, le côté bar tabac, c'est le côté très pragmatique du truc. Ce qui est pas réaliste, c'est qu'avec un salaire de serveuse, elle puisse se payer un 2 pièces. Je suis d'accord. En plein Montmartre, ça, j'y crois pas trop. Ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, il y a tout un côté fantasmé pas possible et en même temps tout un tas de trucs qui sont tout à fait plausibles, crédibles. Donc c'est assez ancré dans la réalité pour que tu aies envie d'y croire et d'être dedans. Voilà, c'est pas l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça reste un truc dans la vraie vie, dans une vraie ville avec des vrais gens. Donc en fait, il a fait exactement ce qu'il a voulu, c'est-à-dire qu'il s'est mis une contrainte ni dans un sens ni dans l'autre en disant faut que ce soit crédible. Non, on s'en fout, je fais ce que je veux. Ou faut pas que ce soit crédible du tout, faut que ce soit vraiment un conte qui est limite de la science-fiction. Non plus, il a fait le truc qu'il avait envie de faire en fait. Enfin, c'est le sentiment que ça donne. Mais alors, le côté fantasmé de Paris, là, dont on parle, il tient beaucoup à la musique aussi. Oui. Alors, on n'a pas parlé de la bande originale de Yann Tiersen, qui est super belle. Super bien. Et tu reconnais aussi Yann Tiersen, du coup. Et en plus, elle est réutilisée maintenant. On l'entend très souvent, même en dehors d'Amélie Poulain. Et tout de suite...
c'est Paris. Tout de suite, c'est Amélie. Et puis c'est Amélie Poulain, c'est Paris. L'accordéon, voilà. Ouais, et je pense que les Américains, aujourd'hui, si tu leur dis Paris, ils pensent à l'accordéon, quoi. À mon avis, c'est lié aussi. Ça fait partie du... Le côté musette, certes, mais surtout le côté... Yann explications. Tiersen, je pense que la musique, elle est quand même vraiment Et je emblématique. pense que ça fait partie des explications de ce pourquoi le film a eu une résonance succès à internationale. C'est que voilà, c'est ce que tu as envie de voir de Paris, en fait. C'est sûr. J'ai vu une analyse d'un mec... alors ça m'a saoulé parce que franchement je vois pas l'intérêt, mais en fait il fait passer à tous ses films 3 tests. Alors j'ai plus les noms des tests, mais en gros c'est pour voir si le film est au niveau racial, au niveau transgenre, sexisme, etc., au niveau misogyne. Donc en gros, est-ce qu'il y a des dialogues entre 2 femmes qui parlent d'autre chose que d'un homme, est-ce qu'il y a des enfin il y a plein de tests comme ça. Je trouve ça, enfin je vois pas trop l'intérêt en fait quand tu regardes une œuvre. Ça peut être intéressant d'un point de vue sociologique. Sur le long terme. Sur le long terme. Sur plusieurs œuvres, du coup, pour voir l'évolution. Ouais. Je suis d'accord. Mais extraire une œuvre et regarder parce si que ça c'est... le test dont tu parles, là, est-ce que 2 femmes... Ils appellent ça le test Bechdel, je Ouais, crois. c'est ça. Et il en fait passer d'autres. Et celui-là, franchement, depuis que j'en ai entendu parler, de temps en temps, je regarde... Enfin, j'essaie de m'y intéresser. Ouais. C'est super rare d'avoir un dialogue entre 2 femmes qui parlent pas de mecs. Ok. Bah, écoute, dans beaucoup de films, en fait, c'est... Mais que sociologiquement, sur une durée donnée, portée, sur une, d'une date à une autre, que ça puisse donner des tendances de manière globale, ouais, c'est intéressant. Après en termes d'analyse cinématographique, c'est pas... Là, on est un peu à côté du truc. En fait, ça a tendance à prouver que dans le film, personne n'est racialisé. Oui, ça, c'est vrai. Voilà. Jamel s'appelle Lucien. Je pense le seul rôle de Jamel où, comme je disais tout à l'heure, il n'interprète pas un jeune de banlieue. Il n'y a pas non plus, il n'est pas genré au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homosexuels, d'hétérosexuels, enfin on s'en fout en fait, peu importe. J'aime bien cette idée de dire on est des êtres humains, peu importe, qu'on soit des femmes, des hommes, des machins, noir, blanc, beurre, peu importe en fait, on raconte une histoire. Là, l'idée, c'est vraiment le côté universel en fait de la chose. Exactement, mais ça fait du bien. Mais c'est un reproche qui avait été fait notamment par rapport à donc à Jamel et au fait qu'on montre pas qu'il fait partie de la minorité et que du coup ça doit être difficile pour lui. Ça fait partie du pari fantasmé, ça aussi. Exact. Ça fait partie du conte. Dans la vraie vie, évidemment que ça se passerait pas comme ça et probablement que le racisme rentrera en ligne de compte et tout ça. Là, c'est pas le sujet du film. Et c'est bien qu'il y ait des films qui parlent des difficultés rencontrées par les transgenres, les homosexuels, les minorités raciales et tout ça, on est d'accord. Mais là, ce film-là est pas fait pour ça. Il est pas fait pour ça, en fait. Et quelque part, il aurait... C'est pas sa place. Jamel se serait appelé Jamel et il y aurait eu un truc raciste vis-à-vis de son patron, etc. Peut-être que ça aurait pu servir le film, mais quelque part, ça aurait été presque raciste de l'envisager sous cet angle. Ouais. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est un formidable espoir que Jamel Debbouze puisse jouer le rôle d'un mec qui s'appelle Lucien. Et qui aurait pu être interprété par n'importe qui. Exactement. Et qu'on a pris Jamel juste parce qu'il correspondait à ce qu'on attendait de son interprétation. Tu vas avoir beaucoup de gens qui vont te dire oui, mais dans ce cas-là, pourquoi c'est pas dans le rôle principal ? Pourquoi t'as pas une blague ? Ok, parce que Audrey Tautou correspondait à ce que voulait faire Jean-Pierre Jeunet. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter la paranoïa aussi autour de ça. Je suis d'accord. Je me mets dans la peau d'un réalisateur qui a son personnage principal en tête avec probablement des traits physiques qui ressemblent à ce qu'il veut dépeindre à l'écran. Et il prend Audrey Tautou parce que voilà. En plus, il n'y a rien à dire, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et en plus, c'est pas pour le côté bankable qu'il l'a pris parce que c'est ce rôle-là qui a fait exploser sa carrière. Elle n'était pas connue avant. Elle n'était pas connue avant. Donc... Et je trouve qu'au contraire, le fait que Jamel ne joue pas, joue un mec qui s'appelle Lucien, moi j'y vois plutôt un bel espoir de dire voilà, on a pris Jamel Debbouze pour ses qualités d'acteur et pas pour interpréter le rebeu du coin qui va vendre du shit ou quoi que ce soit. Non, on prend ce mec-là parce qu'il est capable d'interpréter le rôle d'un mec qui s'appelle Lucien, point barre. Ouais. Alors le film, il a été nommé 5 fois aux Oscars et il n'a rien remporté. Il a été également nommé 8 fois au César. Il a remporté le prix du meilleur film français de l'année, meilleure réalisation, meilleure musique et meilleur décor au César quand même. Donc c'est... À partir du moment où tu es nommé aux Oscars, tu dois gagner quelques Césars. Ouais, je pense quand même que voilà. Budget total 11 700 000 euros et recettes mondiales, tiens-toi bien, 173 898 000 euros. Joli, bien joué. Donc là, c'est ce qu'on peut appeler un énorme succès.
Et c'est l'un des films français les plus rentables à l'étranger. Bah ouais, en plus, parce que la mise de départ est pas énorme. Ben non, 11 millions, c'est pas énorme pour un budget pour un film. Hein. D'autant que Jeunet sortait d'un Alien qui avait dû coûter 40 ou 50 millions. En fait, j'avais lu une interview, il disait que c'était un peu sa cour de récréation. Amélie Poulain parce que Alien, il voulait pas faire Alien parce qu'il était sur Amélie Poulain. Hein, le mec. À la base, il bossait sur Amélie Poulain, puis finalement, il est parti à Hollywood faire Alien. Et il disait que la pression des studios avait été immense parce que c'est des grosses machines là-bas. Hein, donc en fait, Amélie Poulain, quand il est rentré, c'était un peu on va souffler, on va faire un petit truc tranquille. Et ça a été un énorme succès au final. Quoi. Et ça se voit en fait que. Voilà, ça se voit qu'il s'amuse à le faire. Il s'amuse à le faire. Et du coup, c'est ce qui transparaît à l'écran, c'est ce qui donne envie de voir le film aussi. Ah, c'est sûr. Écoute, je pense qu'on a fait le tour par rapport à Amélie Poulain. On vous invite à revoir le film. Moi, je l'avais pas vu depuis hyper longtemps. Je l'ai revu pour le podcast. Et en fait, je me rappelais plus vraiment du film, pour être honnête. Oui. Enfin, je me rappelais en gros de la trame et de l'histoire. Vaguement, ouais. Mais j'avais pas eu ce sentiment de bien-être à la fin du visionnage, tu vois. Là, moi, je me souviens quand je suis sortie du cinéma, mais j'étais... En plus, alors... Je suis toujours un petit peu comme ça, je l'étais plus à l'époque. On grandit, on apprend, c'est bien. À l'époque, on me disait film français, j'avais vraiment pas envie. Quoi. Ouais. Et celui-là, j'en ai tellement entendu parler, tout le monde m'a tellement dit non, mais il faut vraiment aller le voir, il est super. C'était notre grande tante, Paulette, qui m'avait emmené. J'y étais allé en me disant, bon allez, j'y vais, tout le monde l'a vu, je vais le voir aussi. Quoi. Mais j'en attendais rien. Et quand je suis ressortie, je me suis dit, mais c'est comme quoi, ça m'a appris un truc quand même. Je suis débile, ça peut être un bon film, même si c'est un film français en fait. Faut arrêter d'être aussi catégorique dans sa façon de penser. Oui, c'est vrai, mais moi aussi j'ai tendance quand même. Ouais, bah c'est malheureux, mais voilà. C'est malheureux, mais bon, on vit et on apprend. Voilà. C'est ça. Ce sera le mot de la fin. Tout à fait. Merci. D'ailleurs, c'est une belle conclusion pour Amélie Poulain. Pour Amélie Poulain. Ouais. Tout à fait. Parfaitement. Bah, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt.